Une semaine d'actualité socio-politique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce numéro d'émission de Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié pour vous pour un débat épris d'équité et d'analyse riche. J'ai convié pour vous Julien Kitty, qui est chroniqueur politique. Il sera face à Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Avec eux, chers amis internautes, au menu du décryptage de ce samedi, nous avons 3 sujets, notamment la question des 10% qui a refait surface lors des échanges entre le médiateur de la République et certains responsables de formations politiques. Nous en parlerons. Nous parlerons également de la participation de toutes les formations politiques, toutes obédiences confondues, aux élections législatives de 2023. Nous parlerons de la liberté de la presse. Le 3 mai dernier, le Reporters sans frontières a sorti son nouveau classement. Nous allons décrypter cela au cours de cette émission. Et en fin d'émission, nous placerons quelques mots sur cette affaire qui défraie la chronique, cette affaire baptisée Dubaï Porta Porti. Sans plus tarder, on retrouve mes invités pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Julien Kitty et Habib Arandessi. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour à vos amis internautes. Et bonjour à mon cher ami et jeune frère, le révolutionnaire. Bonjour, monsieur Kitty, bonjour aux internautes, bonjour Kader. Merci d'être là. Habib Arandessi, vous avez, comme toute personne qui est très préoccupée par l'actualité sociopolitique au Bénin, suivi les échanges entre le médiateur de la République et les responsables de formation politique, notamment cette semaine. La question des 10% continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Est-ce que vous pensez qu'il urge d'aller à une relecture de cette disposition-là? Effectivement, j'ai suivi comme vous la rencontre entre le médiateur de la République et les partis politiques. D'abord, je salue la démarche. C'est normal qu'on se rencontre quelques mois avant les élections pour voir ce qui peut poser problème, ce qui peut créer d'accrochage au cours des élections. Et vous l'avez dit, la question des 10% refait surface. Et j'ai déjà évoqué ce problème parce que les 10%, très souvent, qu'est-ce que cela crée comme problème? Vous avez des localités, des arrondissements, des communes où ceux qui ne sont pas élus, ceux qui n'ont pas reçu le quitus de la population sont installés. Vous avez vu le cas de Porte-Novo. Beaucoup sont ceux-là qui sont aujourd'hui appelés élus, mais qui en réalité n'ont pas reçu le quitus de la population, de leurs compatriotes, mais qui siègent quand même parce qu'il y a une question de 10% qui a frappé par exemple le PRD et qui ne s'est pas fait représenter. Donc ce n'est pas la peine, nous sommes en démocratie, ce n'est pas la peine d'avoir des élus qui ne sont même pas élus par leurs compatriotes au nom d'une non-loi qui veut donner une certaine représentativité aux partis politiques, qui veut donner une autre image à l'arène politique. Je pense qu'il faut revoir un peu à la baisse cette histoire de 10%. On peut ramener à 5%. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'on fasse tout pour que ceux-là, pour qui la population a voté, ceux-là puissent représenter valablement la population à tous les différents niveaux de décision. Donc, à vous entendre, vous êtes pour une relecture de cette disposition. Avant de vous revenir dans le vif du sujet, j'aimerais quand même interroger Julien Kitty de savoir, en tant que chroniqueur politique, quelle est votre appréhension de cette disposition des 10%-là? Non, la disposition liée aux 10% à atteindre au niveau national, à l'échelle nationale, par chaque parti politique avant d'être élu au partage ou éligible au partage des sièges a déjà été expérimenté au détour de deux échéances électorales. Alors, il faut voir quel était l'objectif au départ. C'était d'avoir des partis politiques qui ont véritablement une représentation nationale, un ancrage national à l'Assemblée nationale. Il se fait que au sorti des élections législatives de 2019, les deux formations politiques qui ont pu donc avoir donné la preuve à travers les résultats de cette représentation véritablement nationale, c'est l'UP et l'UBR qui se trouvent être deux formations politiques de la mouvance présidentielle. Il se fait également
pour rester légaliste, qu'aucune disposition de la Constitution du Bénin, que ce soit celle de 1991 ou celle révisée de 2019, je crois, Oui. aucune disposition de cette Constitution n'interdit qu'il y ait donc deux formations politiques de la même tendance qui sortent la tête de l'eau au terme d'une élection. On est allé aux élections communales. Vous avez constaté, bon, avec un peu plus de nuances, qu'on a trois formations politiques, les deux qui étaient à l'Assemblée nationale, qui ont confirmé leur capacité. Et puis, il y a pour un Bénin émergent, FCBE qui a pu engranger, je crois, autour de 5 sièges de conseillers communaux et municipaux. Alors, bref, c'est pour dire la problématique aujourd'hui de la revue à la baisse ou du maintien de la poursuite de l'expérimentation de ce principe se pose. Et cette problématique ne doit pas être tranchée aussi facilement. Parce que c'est démontré que même quand vous quittez la politique, quand vous allez en sciences sociales, quand vous commencez par créer, vous faites une réforme, il y a forcément il y a des grincements de dents, il y a des couacs, mais vous évaluez le degré de pertinence, en tout cas les résultats que vous commencez par avoir. Et ça devient une dynamique qui se crée. Et progressivement, ça va crescendo, c'est-à-dire que les résultats, les gens commencent à s'habituer à ça. Et il y a comme une sélection darwinienne qui se fait et qui permet que finalement, on puisse avoir le résultat. Mais moi, j'ai regretté que au bout de 2 élections, on n'ait pas eu une étude véritablement scientifique sur les questions de la politique qui ait évalué, d'accord, l'expérimentation de ce principe-là. On aurait pu peut-être le faire. Qui devrait le faire? Est-ce que c'est le Parlement qui devrait commanditer ça, qui est quand même la représentation de l'aspiration du peuple? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les partenaires du Bénin qui devraient pouvoir, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, la CEDEAO est là, les partenaires étrangers, pour le faire? La francophonie a souvent audité les fichiers électoraux, a souvent évalué les élections. On aurait pu faire quelque chose du genre. Est-ce que c'est diata? Non. Il faut peut-être le faire parce que si on s'empresse, l'expérience a montré que si on s'empresse sur les guéguerres, les débats de clochers ou de sourds entre opposition et mouvance pour décider de réduire ou de maintenir, non seulement la suspicion reste, d'accord? Quand on ne révise pas, on pense que c'est le pouvoir qui est en place qui ne veut pas que les autres viennent. On va encore parler d'élections exclusives. Quand on révise parce que les autres le revendiquent, on peut retourner dans un autre cycle. Parce que dès qu'on va réduire, par exemple, tout le monde veut qu'à l'échelle d'une circonscription électorale qui fait peut-être plusieurs communes, celui pour qui on a voté, même pour les élections législatives, il puisse être à l'Assemblée nationale. Mais il se fait que la Constitution appelle ce député encore le représentant du peuple. Et le peuple ne s'arrête pas à sa circonscription. Il se fait que c'est une élection de liste, donc c'est le parti politique qui présente. Alors que la réforme du système partisan veut que les partis politiques deviennent forts. Donc c'est autant de facteurs qui ne permettent pas, en tout cas selon moi, de dire aujourd'hui que la solution d'office, c'est de réduire. Parce que, j'en aurais fini, l'une des conséquences directes de la réduction de ce taux, c'est que dès qu'on va le faire 24 heures après, les partis qui, visiblement, avec leur haut et leur bas, constituent les modèles aujourd'hui de grosses formations politiques, de grands regroupements, vont s'imploser parce que il y en a qui sont à l'intérieur qui vont dire, pour peu que je sois puissant dans la 24e circonscription électorale, ok, il vaut mieux que je retire mon parti politique, que j'aille faire les formalités pour me faire élire là-bas. Sur la chute de Julian Kitty, est-ce qu'avec cette réduction que vous souhaitez, Habib Arandessi, est-ce que nous n'allons pas tomber dans les mêmes travers où nous aurons des partis ethniques, des partis régionalistes? Oui, cette problématique, elle est là. Parce que la réforme, elle veut qu'il y ait des partis politiques nationaux. Je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure. La vision, c'est d'avoir de grands partis politiques. Mais quand, avec l'expérimentation, nous avons vu, quand vous rentrez dans une commune, par exemple, dans un arrondissement, et que la population donne, c'est-à-dire donne la voix à quelqu'un qui n'est pas représenté, ça pose un problème. Parce que ceux dont nous parlons, ce sont des représentants du peuple. Et si nous, dans un quartier ou bien dans un arrondissement, nous ne votons pas pour quelqu'un parce que nous ne le connaissons même pas, et puis on le parachute
hein, à la veille des élections. Et puis c'est lui, en réalité, parce que son parti a les 10% au niveau national, c'est lui qui vient nous représenter. Il se pose un problème, nous sommes en démocratie. Et c'est la voix du peuple. C'est ce que moi, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on va réduire, nous allons peut-être retourner en arrière, ce que nous avons tous incriminés, opposants comme mouvanciers. Nous avons tous dit, ce n'est pas sérieux d'avoir des partis de quartier, ce n'est pas sérieux d'avoir des partis politiques d'arrondissement, mais on doit trouver le juste milieu pour que ceux-là qui se font élire par leurs compatriotes puissent siéger. Et c'est pourquoi moi je préconise, je propose une certaine relecture et puis une analyse entre acteurs politiques pour que, si possible, de réduire à 5% pour que tout le monde puisse... alors, vous voulez qu'on coupe la poire en deux. Alors, Oui. lorsqu'on s'en tient à l'argumentaire tout à l'heure de Julien Kitty, il y a une pertinence quand même. Il dit, si on va toucher aux 10% et qu'on ne prend pas de garde-fou, on peut assister à la scène à ce que les partis politiques qui se qualifient de grands ensembles peuvent imploser. Parce que si on ramène à 5%, tel peut dire que, tiens, dans ma circonscription électorale, j'arrivais à obtenir 5%, donc je peux aller remettre sur pied mon parti politique. Vous savez, avec les transhumances politiques, avec cette histoire de prendre tout un parti politique et d'intégrer un autre parti politique ou bien une autre formation, c'est le même schéma. Sauf qu'on a tout simplement déplacé le problème. Par exemple, je prends l'UDBN, qui est bien représenté dans la 6e circonscription et qui rentre dans BR. La présidente ou bien le parti politique fait le lobby pour avoir des gens positionnés, en tout cas des militants positionnés au niveau de la 6e. Si l'UDBN, on vote pour l'UDBN dans la 6e, qu'est-ce qui va se passer? C'est les députés en réalité de l'UDBN qui ont siégé. Sauf que ce n'est plus au nom de l'UDBN directement, mais c'est au nom du BR. Il faut reconnaître aussi que même dans les grandes parties, dans les grandes formations politiques comme UP, BR, les partis politiques ne se sont jamais éclipsés. Il y a toujours les petites formations. C'est pourquoi j'ai dit dans ce pays, lorsque Patrice Talon, à la veille des élections de 2026, ce que nous refusons aujourd'hui en parlant de 10% va se passer. Parce que lorsqu'on va voir, parce que la mesure c'est Patrice Talon. La force qui impose tout le monde aujourd'hui dans UP et dans BR s'appelle Patrice Talon. À la veille des élections présidentielles de 2000, si la réforme n'est pas encore intégrée, à la veille des élections présidentielles de 2026, tous ces partis politiques vont disparaître et chacun va commencer par reprendre sa position initiale. L'UDBN va se reconstituer. Tous les partis politiques qui se sont mis ensemble pour former par exemple le BR ou bien l'UP vont commencer par se reconstituer. Nous avons vu ça avec l'UBF, nous avons vu ça avec Foscori pour un Bénin émergent. Donc c'est la même situation. C'est pourquoi il faut faire une bonne analyse pour que nous puissions intégrer cette notion de grands partis politiques, de grandes formations politiques. Sinon, si c'est avec des réformes dont la mesure à un individu, lorsque cet individu ne sera plus là, nous allons retomber dans le désordre politique. Alors, j'ai le cas. Si je m'en tiens à votre premier argumentaire, alors on a comme l'impression que l'essence de la réforme du système partisan subsiste dans cette disposition des 10%. La réforme du système partisan qui veut des partis politiques forts, des partis politiques nationaux, des partis politiques qui soient à même de gérer le pays. Ça veut dire que l'essence de cette réforme-là, de la concrétisation de cet idéal, c'est dans les 10%. Et donc, si on touche les 10%, la réforme a échoué. Mon analyse n'a pas vocation à ériger le principe des 10% en facteur sacro-saint, c'est-à-dire intouchable. D'accord? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que toucher à ces dispositions-là serait toucher à l'essence de la réforme? C'est une hypothèse. Pas toucher à l'essence de la réforme, mais c'est une hypothèse en termes d'effet que cela peut produire. Tout est après la maestria avec laquelle ceux qui ont les manettes en main arrivent à contenir ces effets. Il y a peut-être, c'est pourquoi je parle d'études, il faut voir aujourd'hui quelle est la masse critique d'acteurs politiques au sein des formations dites de grande envergure qui ont pris le pli, d'accord, qui ont reformaté leur conscience politique de sorte à se dire tout compte fait, c'est mieux d'être dans de grands regroupements, même si à l'intérieur, il faut se battre plus fort pour se positionner. Si c'est plus supérieur
à ceux qui broient le noir à l'intérieur, en se disant tout compte fait, je ne peux pas supporter d'être dans ce grand conglomérat qui, pour certains, est comme un panier à crabes, et qui compte le temps en se disant il faut que celui qui est au pouvoir bouge de là et qu'on ait des brèches pour pouvoir reprendre ce semblant de liberté et d'indépendance. Eh bien, si la masse critique de personnes qui se sont habituées à ça est supérieure à ça, à ceux qui veulent être réfractaires à la réforme, on peut aller peut-être de façon consensuelle à une réduction. À quel taux, je ne sais pas. Parce qu'il faut évaluer ce qu'on gagne à aller à la réduction, encore que la loi permet qu'on révise ça. D'accord? La loi elle-même permet sa révision. La loi, la charte des partis politiques, le code électoral, même la loi fondamentale. Donc, je ne suis pas en train de dire les 10% là doivent nous conduire jusqu'à la fin de nos jours, de tous les Béninois. Du tout pas. Maintenant, Mais ces 10%, mais ces je 10% vais vous ont expliquer. été instaurés En dans fait, un esprit. en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça a été instauré. On a eu beaucoup de régimes qui sont passés. Depuis ne serait-ce que 1990. D'accord? Où, au bout d'un cycle de 30 ans, un président vient au pouvoir. Il dit « je veux la révolution économique ». J'évalue, j'estime que tel que ça va dans tous les sens, au nom du pluralisme politique, du multipartisme intégral, qui, au lieu d'être synonyme de liberté, devient synonyme de libertinage politique, eh bien, je m'appuie sur l'expérience de mes prédécesseurs, aussi bien pour l'exécutif que pour les parlements, qui n'ont pas été capables d'impulser une dynamique qui permette d'avoir des formations politiques grandes par leur idéologie, grandes par leur capacité de mobilisation, de persuasion, grandes par leur capacité à façonner, à promouvoir des leaders dans tous les périmètres d'influence. Parce que si on avait des formations politiques de ce genre, le problème ne se poserait pas. Les partis vont fonctionner et mon cher ami Arandissi ne verrait même pas la main du président Patrice Talon dans quoi que ce soit. Maintenant, il se fait que le président Patrice Talon, pour ce que l'observation que je fais de sa personne, c'est quelqu'un, l'un des aspects que moi j'apprécie bien de sa personne, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il pense. Mais il a le courage de dire, moi, je soutiens telle chose, telle dynamique, je pense qu'on peut aller dans tel sens. Parce qu'il s'est dit, on était obligé, il ne s'en est pas caché. Il a dit qu'il a fait l'analyse, il était bien obligé de dire, il faut qu'on mette un facteur qui force la main. Alors qu'en réalité, vous savez, nous tous, que si nous retournons au principe de base de l'animation de la vie politique, il n'est pas question de forcer la main à des gens. Mais quand vous faites l'expérience, vous interrogez le parcours de tout un pays, du Bénin politique, pendant plus de 30 ans, et que vous vous rendez compte que la sensibilisation, tous les discours sur la nécessité de regrouper les acteurs politiques pour faire de grands partis ne portent pas leurs fruits. Et maintenant, lui, au moins, en faisant ça, d'accord, en faisant ça, il a au moins amené des gens à comprendre que pour survivre dans l'écosystème politique béninois, là, actuellement, il faut donc être dans cette dynamique. Et il espère certainement, c'est mon idée, il espère certainement que au fil du temps, que les gens s'habituent à ça et que vous allez voir progressivement, vous ne verrez plus et observer les élections. C'est surtout pour les élections communales que moi j'ai ressenti ce qu'il est en train de dire. Parce que les élections communales et municipales sont des élections de proximité. C'est là où, dans le principe de la décentralisation, l'électeur, l'écart entre l'électeur et l'élu est réduit. C'est le type qu'il connaît dans sa localité, dans son arrondissement, qui est rassasié de solutions à ses problèmes à lui, qu'il connaît avec lui. C'est pour lui qu'il veut voter. Du coup, quand il vote pour lui et que le parti politique qui a présenté ce candidat n'a pas atteint la barre des 10% et qu'il se lève, lui, encore qu'il n'a pas suffisamment compris ce principe, il se lève, lui, il va à la mairie, il se rend compte que celui pour qui ils ont voté majoritairement n'est pas là, ça fait mal. Mais pour ces élections législatives qui viennent, moi je pense, objectivement, qu'on peut toujours
avancer, mais il faut surtout plutôt travailler sur la possibilité pour les partis politiques qui ne tiennent pas le même langage que le pouvoir en place, de faire de grands regroupements. Aujourd'hui, qu'on aime l'UP ou le BR, que ce soit des formations très solides ou pas, on a au moins 2 conglomérats là, qui ont une taille solide et qui sont de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, dans l'opposition, si déjà qu'on a réussi, c'est le même chef de l'État qui a permis l'application pour la première fois dans l'histoire du Bénin démocratique que ce qui était dans la Constitution depuis, à savoir qu'il faut avoir un chef de file de l'opposition régulièrement constitué avec les avantages y afférents, avec des responsabilités y afférentes. Et c'est pourquoi quand vous parliez de, peut-être qu'on va en parler, de l'action du médiateur de la République, je dis oui, c'est bien, on le voit venir parce que ceux qui l'ont précédé, on ne les a pas vus beaucoup plus dans la médiation politique. On les a vus dans la médiation entre des citoyens et les administrations. Mais si vous interrogez les textes qui régissent les relations entre le président de la République et le chef de file de l'opposition, c'est dans ces moments-là qu'on voit le chef de file de l'opposition demander audience au président de la République, aller le voir pour porter les appréhensions de l'opposition, lesquelles appréhensions il aurait déjà recueillies. J'ai vu qu'ils sont en train de faire des concertations, mais qu'est-ce que M. Oumpe est en train de dire? Mais est-ce que les partis, est-ce que le MPL, attendez, est-ce que le MPL, est-ce que le parti que Agossa est allé créer, alors que la dynamique était que les gens se mettent ensemble pour dire maintenant, est-ce qu'ils ont le courage de faire le sacrifice nécessaire pour faire aujourd'hui une grosse formation politique de l'opposition et qu'on surveille aussi le régime en place pour dire, si vous voulez poser un acte qui va empêcher les opposants, un acte illégal qui va empêcher les opposants d'aller aux élections, on vous tacle. Et puis, bon, on a un gros parti politique aux élections et l'Assemblée nationale va être davantage pluraliste. Merci à vous, Julien Kitty. Alors, ici, lorsqu'on vous entend parler, vous souhaitez qu'on ait 5%. Mais 5% aussi, c'est pas facile. Avoir 5% de l'électorat béninois, est-ce que vous ne pensez pas qu'également avec le 5%... Non, c'est déjà un début. Hein. Moi, je pense que les 10%, c'est compte tenu de l'expérience faite que je dis de réduire. Monsieur Kitty parlait tout à l'heure de la médiation, de la responsabilité du chef de file de l'opposition. Ne tombons pas dans le vide, nous venons de quelque part. Qui est le chef de file de l'opposition? Vous voyez, si on doit continuer à donner de la crédibilité à ces genres de personnes, nous n'allons jamais évoluer. Parce que nous Monsieur Oumpe est le chef de file de l'opposition, je vous en prie. Écoutez, c'est la loi qui le dit. C'est lui qui a été porté à ce niveau. La mesure, c'est Patrice Talon. Tant que nous n'allons pas... Il n'y a pas... La politique, c'est une éducation. Les gens se mettent ensemble pas à cause d'un homme. Mais malheureusement, au Bénin, les gens se mettent ensemble à cause d'un individu. Mais ils ne le disent pas. Écoutez, le chef de file de l'opposition qui l'a constitué, qui lui a donné la force. Mais écoutez, si nous ne faisons pas une analyse diachronique et synchronique de notre en tout cas de la problématique politique qui est sur le tapis, nous n'allons jamais comprendre pourquoi certains ne vont rien jouer comme rôle dans l'arène, surtout dans cette période. Paul Oumpe fera quoi? À qui? Même ceux qui vont, il y a certains qui ne vont jamais se mettre avec Paul Oumpe pour former une formation politique de taille. Vous voulez que les démocrates aillent se mettre avec quelqu'un comme Oumpe? Et nous savons comment Paul Oumpe a divisé le FCB pour se reconstituer. Donc, mais est-ce que Patrice Talon devrait pouvoir après porter tous les péchés d'Israël du fait que les opposants ne savent pas s'organiser? Il a été en partie responsable de cette situation. Il a été en partie responsable de la... Les opposants, ils sont si naïfs politiquement? Écoutez, non. Ils sont si bébés politiquement, les opposants? Non, écoutez, le président Patrice Talon a été un acteur de notre système politique. Ouais. Et il en a profité. Est-ce qu'il n'en a pas le droit? Non, laissez-moi dire pourquoi en réalité aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. D'accord. Patrice Talon a été un acteur de notre arène politique, de notre système politique. Il maîtrise les acteurs en présence. Il connaît les rapports. Et il en a profité en réalité pour créer ce qu'on appelle une certaine division. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau.
il a fait emprisonner par toutes les manières possibles. Vous ne voulez pas. Allez, Non, C'est normal, vous ne voulez non, pas. c'est Mais pas- aujourd'hui, tous ces problèmes, oui. Je suppose que le sujet du débat, c'est non, pas, mais vous ne c'est voulez pas non, l'emprisonnement non, des moi, gens, je des vois- gens qui ont des ennuis je avec vois- la non, justice. non, C'est pas- non, il n'y a pas de Habib, fait isolé. Vous êtes Habib, d'accord avec Habib moi qu'il n'y a Arnessi, pas de fait isolé. Habib Arnessi, Tout nous ce allons que nous progresser vivons dans le débat. aujourd'hui, c'est la Habib Arnessi, résultante si vous permettez. de plusieurs autres faits On vous a antérieurs. compris. Si Vous dites vous quoi? prenez le Moi, débat, je pense les que 5% que vous voulez moi, je pense cela soit instauré. moi, je pense, et je rejoins M. Kitty, Est-ce que vous pensez qui a parlé ce qu'on tout à dit, l'heure. avec les 5%, tout le monde sera on d'accord? peut régler en partie le problème. Mais c'est-à-dire le réel effort qu'il faut faire, et Patrice Talon pouvait le faire en tant que président de la République, c'est d'intégrer dans notre système éducatif ce qu'on appelle la politique. Parce que dans les grands pays, les gens ne se regroupent pas parce que Emmanuel Macron est au pouvoir. Les gens se regroupent par affinité idéologique. Et ça là, ce n'est pas, on n'apprend pas ça du jour au lendemain. Qu'on le veuille ou pas, c'est inévitable. À la veille des élections présidentielles de 2026, qu'on le veuille ou pas, pour ces partis politiques dont nous parlons aujourd'hui, BR, UP, vont se disloquer. Parce qu'ils ne sont pas ensemble, parce que ils se rejoignent idéologiquement. La preuve est qu'il y a des gens qui se réclament sociaux-démocrates et qui se sont mis dans BR, qui se réclament de la droite, qui se réclament bloc républicain. Alors, donc, dans ce contexte, vous pensez qu'il y aura, qui vont faire un long chemin? Non. Le chemin, c'est la fin c'est peut-être une étape. Non. Le chemin, c'est la fin du pouvoir de Patrice Talon. Et ce qu'il faut faire comme réforme, la plus grande réforme à opérer, c'est qu'aujourd'hui, que depuis le cours primaire, que des enfants, nos enfants apprennent ce qu'on appelle la chose politique, le respect du bien public, l'idéologie politique, comment gérer un pays, jusqu'à un niveau où ils sont capables de se faire élire représentants du peuple. Et vous allez voir, systématiquement, les gens vont se mettre ensemble. Ceux qui sont de la droite vont se mettre. Nous aurons des blocs. Et puis, on n'aura pas besoin d'opérer des réformes et d'y mettre des filtres pour imposer l'union des hommes politiques. 2023 est un grand carrefour. C'est d'enjeu majeur puisque les élus de 2023 seront les parrains de 2026. En dehors de l'UP et du BR, FCB n'a que à peine 5 parrains. Alors, on a comme l'impression que les formations politiques elles-mêmes minimisent ces enjeux-là. Non, les formations politiques ne minimisent pas ces enjeux. Et je vous dis très clairement, sans fioriture, les raisons qui me fondent à dire ça. D'abord, ceux qui sont au sein de ces formations politiques, que ce soit les formations de la mouvance présidentielle, que ce soit dans les formations dites de l'opposition, ils ne sont pas des naïfs politiques. En tout cas, pour la plupart, c'est des gens qui ont un parcours, ils savent les tenants et aboutissants d'un jeu politique, ils savent pourquoi, à un moment donné, ils disent telle chose, ils se taisent après, ils disent telle autre chose, ils posent tel acte. Et deuxième facteur, donc ils ne sont pas naïfs, deuxième facteur, c'est qu'un acteur politique fonctionne par rapport à l'écosystème dans lequel il se trouve. Après, quand vous prenez 10 acteurs, vous avez peut-être 2, 3 ou 5 qui, eux, au nom de leurs convictions, résistent à un certain nombre de contingences. D'accord? Et ils sont capables. Moi, je n'érige pas le chef de l'État au rang de Dieu qui connaît tout et qui ne peut jamais se tromper. Je dis, j'admire chez ce monsieur sa capacité à dire, je veux aller dans tel sens, j'estime que si on va dans tel sens, on va avoir le résultat, et il travaille pour, et tant que vous ne l'avez pas convaincu du contraire, avec des arguments solides, et que vous nous avez proposé l'alternative qui permet d'atteindre, non pas son objectif personnel, mais l'objectif qui est bénéfique pour tout le monde, eh bien, il se bat pour que vous n'atteigniez pas votre objectif d'empêcher qu'il puisse avancer. C'est tout à fait normal. Aucun président de la République au monde. Et ça, je suis sûr que vous n'allez pas donner dans cette naïveté politique. Parce que je minimise pas le parcours que vous avez dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, avec ses hauts et ses bas. Dans ça, vous avez un fonds que vous pouvez utiliser qui devrait vous permettre de savoir que si on vous fait président de la République tout de suite, vous avez un rapport avec le Parlement pour gouverner,
Pour qu'au bout de 5 ans, on ne vous dise pas, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Pour qu'on ne vous dise pas que tout ce que vous a confié comme mission à faire, vous n'avez pas pu le réussir. Parce que c'est vous, président, qui êtes élu. Qu'est-ce que vous allez vouloir? Vous allez vouloir avoir des relations, certes de respect mutuel, mais des relations qui permettent d'aller dans la proactivité dans votre action avec le Parlement. Aucun président de la République au monde n'adore avoir des relations conflictuelles avec un Parlement. Comment, quand vous n'êtes pas naïf politiquement, vous travaillez en amont à ce que vous ayez des amis au Parlement, des amis qui savent vous dire la vérité, mais qui savent vous accompagner pour que vous atteigniez vos objectifs. La stratégie, ce n'est pas l'exclusion politique. Non, attendez. L'exclusion politique, ce que vous appelez l'exclusion politique, c'est fait comment? D'abord, le président de la République, il fait fonctionner, il permet à chaque institution de la République de fonctionner. Chaque institution de la République fonctionne sur quelle base? Sur la base des lois. Les lois sont votées par qui? À l'Assemblée nationale. Pour que la réforme du système partisan commence, ce ne sont pas les députés de la 8e législature qui ont voté les lois. Non. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que, et ça vous allez suivre mon regard, l'un des partis politiques aujourd'hui qui demande au médiateur de la République d'œuvrer, de peser de tout son poids dans la balance pour qu'on aille à la réduction du principe des 10%. Est-ce que vous savez que l'une de ces formations politiques qui se font porte-flambeau de cette réclamation-là aujourd'hui avait son leader à la tête du Parlement? Alors, concédez que nous puissions dire qu'en ce moment, ces personnes, et M. Ounete était vice-président de l'Assemblée nationale, concédez que ces personnes, que nous disions que ces personnes n'ont pas pu, en ce moment-là, en plus de dire ça ne nous avance pas, parce qu'ils ont de l'expérience politique et pouvaient être des visionnaires pour savoir que ça ne pouvait pas marcher, selon eux. Ensuite, travailler à ça pour que le Parlement puisse dire à l'exécutif, en ce moment, ça ne peut pas avancer parce que le chef de l'État, au moins, lui, il a dit son intention. Mais quand ça a été fait, et que nous subissons après ça se retourne contre certaines formations politiques, comprenez que on trouve que c'est trop facile, que cela porte encore aujourd'hui. Il y a des formations, il y a des acteurs politiques qui peuvent porter cette lutte aujourd'hui. Il y a de nouvelles données en 2019 aujourd'hui qui amènent les gens à comprendre que les 10% posent problème. Nous avons quitté l'étape de... Et quand c'est comme ça, monsieur Arandessi, presque tous les acteurs de l'arène politique étaient d'accord avec les réformes de Patrice Talon. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais nous avons fait le même très rapidement. Écoutez, non, le problème s'est posé où? Nous avons fait le même diagnostic. Oui. Il y a même des députés, il y avait même des députés de l'opposition qui avaient voté pour. Alors, le problème a été quoi? La manipulation de la loi votée à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi que le réel problème s'est posé au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est le début. Lorsqu'on a créé un certificat de conformité qui n'a jamais existé à l'Assemblée nationale et que c'est au nom de ce certificat de conformité qu'on a écarté les partis politiques d'opposition. Et puis, nous sommes venus en 2019 parce qu'il y a eu problème à cause de ce certificat de conformité qui a fait installer une Assemblée nationale monocolore. Reconnaissons que ceux qui sont à l'Assemblée nationale répondent au nom du président de la République. Qu'est-ce qui se passe en 2019? Le rapport est ici. Oui. En 2019, il y a eu révision de la Constitution entre le président de la République et ses alliés. Parce que les vrais... l'exécutif qui a souhaité, le Parlement qui a... Non, si vous aviez la possibilité... La réalité est là. Et cette révision de la Constitution... Vous êtes dans les sentiments politiques. Non, cette révision... La révision de la Constitution a fait quoi? A consacré le parrainage. Du coup, ceux qui seront... C'est-à-dire, ceux qui sont candidats aux élections présidentielles désormais doivent avoir des parrains, n'est-ce pas? Alors, c'est là le problème des 10%. C'est-à-dire, un parti politique ou bien une formation politique qui ne réunit pas les 10%, ce parti politique n'est pas capable de présenter des candidats aux élections présidentielles. Non, d'avoir des élus. Oui, mais c'est ça. Il peut. Moi, je ne conçois pas. Je ne conçois pas. Moi, je suis animé par une certaine conviction. C'est pourquoi je dis, quand on allait aux élections de 2021, je ne conçois pas en réalité qu'un parti politique d'opposition aille négocier des parrains
chez une formation de la mouvance. On est en Pour politique. Moi, non, on est en politique, mais il y a l'éducation politique. N'est-ce pas, on est en politique parce que, non, en politique, il n'y a pas de, je suis à gauche, je suis à droite, je suis, non. C'est-à-dire, la limite est bien claire. En tout cas, dans moi, ma tête. C'est une négociation politique. Non, dans moi, ma tête, quelqu'un qui ne partage pas la même idéologie politique que moi, il n'y a pas de rapport politique à aller négocier quelque chose. Nous sommes dans les débats, nous affrontons dans nos idées, dans les projets que chacun propose. Donc, cette histoire de parrainage fait peur qu'on le veuille ou pas, après toutes les formations politiques, si on fait une projection dans le futur. Donc, moi, je propose, si nous voulons en 2026, avoir des candidats de tout bord politique, opposition comme mouvance, il faut qu'on aille à une révision des 10%. Ne serait-ce que pour réduire à 5% et pour permettre à plusieurs autres partis politiques de se faire représenter à l'Assemblée nationale. Je commence par là où vous avez chuté. Je n'ai pas vu de part de leaders politiques de l'opposition sérieux, dit de façon correcte et honnête, parce que je sais, j'ai au moins les outils pour savoir si quelqu'un est sérieux dans ce qu'il a en train de dire. Je n'en ai pas vu de l'opposition qui a pu démontrer que ils ont demandé les parrainages et que ceux qui en avaient les prérogatives, qu'ils soient exceptionnellement de la mouvance présidentielle, parce que c'est une étape de notre vie, ça va vous surprendre. Je suis à 1000% d'accord avec vous qu'on n'a pas besoin de faire plus que la première année de droit et de Sciences Po pour savoir que c'est politiquement décent que ce soit quelqu'un qui est de votre bord politique, qui partage votre idéologie, qui partage vos intérêts politiques, qui puisse spontanément vous parrainer. Mais il s'agissait de l'élection présidentielle. Et en ce moment, les circonstances dans lesquelles on s'est retrouvé à avoir des députés, des maires qui ont le pouvoir du parrainage, mais qui se trouvent pour la plupart être de la mouvance présidentielle, mais est-ce qu'on devrait dire alors il n'y a pas élection présidentielle? Parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire que si on doit en ce moment dire la bonne éducation politique, la logique politique veut qu'on ait des élus de deux camps pour que chacun parraine son candidat, et il se fait qu'on est sorti d'une élection qui est tout au moins frappé de sa légalité, d'avoir des députés qui sont de la même obédience politique. Qu'est-ce qu'on fait? En 2021, on dit au peuple que les députés, les maires qui sont là, si tous les mouvanciers doivent donner leur parrainage au candidat de la mouvance présidentielle qui se trouvait être le président sortant, c'est qu'il n'y aurait aucun candidat en face de lui. Non, attendez. La solution, c'était de sauter le parrainage. Non, attendez. C'était de sauter le parrainage du moment où le contexte, le contexte ne permet pas. Je vous en prie. Ce pan-là, parce que nous avons encore d'autres sujets qui nous tout est lié ce matin. Tous les partis politiques de l'opposition que vous avez aujourd'hui, oui. Vous savez, l'existence légale qu'ils ont aujourd'hui, qui leur permet d'agir qualité, ils l'ont obtenue sur la base des lois qui ont institué ce que vous dénoncez. Aux élections, et il y a des délais dans lesquels, excusez-moi, il y a des délais dans lesquels vous pouvez avoir la possibilité de faire tout ça. Vous pensez que moi, je n'aspire pas, je n'ai pas envie, je n'ai pas soif, je ne suis pas nostalgique des moments de fête que constituaient les élections, où il y avait beaucoup de candidats, et puis bon, on savait que tout compte fait, certains ne seraient pas élus, mais ça animait bien la galerie. Je rêve bien de ça. Mais je dis, on était dans une thérapie de choc. Je ne me fais pas d'illusions, et je ne suis pas dans un rôle de griot, je vous en prie. On a dynamité un système qui a vécu depuis 30 ans, qui permettait à des gens de parler, d'exprimer de la liberté, d'avoir l'illusion que, bon, ils sont dans toutes les libertés. Je suis pour la défense des libertés. Mais quelqu'un est venu et a dit, si nous voulons aller vers de grands ensembles, il faut d'abord dynamiter le système. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et maintenant, est-ce que vous observez que ça commence par être libéré un peu? Aujourd'hui, d'autres formations politiques se font enregistrer. Les démocrates aujourd'hui sont enregistrés. Il est question aujourd'hui que ceux-là se disent, quel est le point des difficultés ou des dispositions qui nous posent problème? Mais au même moment où on donne quitus à ces partis politiques,
qu'est-ce qui se passe derrière? Merci à vous. Au même moment où Oui, on mais donne ce qui quitus se à ces partis politiques, on leur arrache des leaders. Merci. On crée des situations. Oui, mais attendez, c'est on va ça, pas continuer. malheureusement. Non, attendez, la Mais c'est politique. ça, malheureusement. Non. Et là, ça va être peut-être sur ça, je vais finir, Hein. parce que c'est ce qui me permettra Hein. de continuer à vous créditer, vous, personnellement, d'un minimum donc de sérieux dans le parcours politique que vous êtes en train de faire. Ne me dites pas sur ce plateau que la vertu politique veut que l'adversaire, quand il a de bons jokers, il a de bons joueurs, vous pensez que Barcelone, quand il regarde Real Madrid, là, c'est qu'il faut que les grands joueurs de là-bas continuent d'être là. Et non, il faut les laisser pour que les autres aussi vivent. Il faut que, si on a la possibilité, de les intéresser. Et quand je dis de les intéresser, c'est pas un problème. Non, attendez, de les problème. convaincre. Oui. À ce qu'ils nous rejoignent, c'est pas un problème. de leur arracher la décision de venir, Juste on le là, ferait. c'est pas un problème. Vous allez même. Je suis d'accord qu'on peut les intéresser. Oui. Je suis Merci d'accord qu'on à peut. vous. Pourquoi vous êtes gêné pour les arracher? Les opposants n'ont qu'à arracher, les opposants aussi n'ont qu'à arracher les leaders de la mouvance présidentielle. Ils n'ont qu'à les arrêter, ils n'ont qu'à les arracher. On va pas en finir, alors que Ils seront aussi grands. un autre sujet qui a fait l'actualité, la une de l'actualité cette semaine, il s'agit de la liberté de presse. Reporters sans frontières a rendu public son classement. Cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vais vous poser la question de savoir, Habib Arnessi, Non, mais quelle parlez est du votre classement. opinion. Non, parlez du classement. Le Reporters classement. sans frontières. Vous allez en parler, sûrement, dans votre Non, commentaire. mais enfin, une institution ou bien une structure un peu sérieuse qui suit de près ce qui se passe dans notre pays, parce que j'ai vu des classements terribles en période de famine que traverse notre pays aujourd'hui. Famine. Oui, nous sommes. Okay. Non, mais le président de la République. Le président de la République même a reconnu ça. Moi, j'aime la famine. Non, le président dit nous sommes à la porte de la famine. Ça veut dire quoi? Bon. Et le ministre de l'économie vient à la télé pour dire aujourd'hui les Béninois ont faim. Donc, j'aime quand des autorités. Moi, je lutte pour qu'il y ait un changement. Je ne suis contre personne. Vous êtes passé. En fait, la différence, la nuance, c'est que vous êtes passé d'un camp. Le chef de l'État dit nous sommes à la porte. Et il est sérieux en le disant. Oui. Pour dire si nous ne faisons rien, et même il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous, mais qui pourraient aggraver la situation. Le ministre le dit que les gens ont faim. Mais quand on dit que les gens ont faim, vous avez choisi, c'est votre droit également. C'est la preuve qu'il y a liberté de dire. C'est déjà la famine. Elle est déjà là. C'est ça, je dis. Et donc, vous parlez du même phénomène, mais vous ne le dites pas avec la même graduation. Vous êtes dans le superlatif. Non, c'est normal. C'est normal avec ma position. Très bien, il n'y a pas de souci. Si un président de la République. Mais ne dites pas que vous dites exactement la même chose que le président de la République dit que nous sommes à la porte de la famine. Moi, je dis. Vous êtes déjà dans la maison de la famine. Avec en tout cas ma proximité avec mes compatriotes, que nous sommes dans la famille. Nous sommes en plein pied dans la famille. Et j'ai vu des notations. C'est comme ça vous appelez. On a noté notre pays, que nous sommes économiquement stables. Bon, je suis allé faire un débat sur une télévision de la place par rapport à cette notation. Et puis voilà, et par rapport à Reporters sans frontières, au moins, il y a une certaine crédibilité dans cette notation. On nous a montré que nous avons régressé. Et cela n'honore pas notre pays. Autrefois, laboratoire de la démocratie en Afrique. Il faut qu'on laisse aujourd'hui les presses, surtout les presses critiques. Parce que, Kader, tu es d'accord avec moi, quand voulant faire certaines critiques sur ce plateau, tu ne vas pas me permettre de le faire. Mais tu es là, non, tu ne vas pas me permettre, tu vas user de tout ton pouvoir et de toutes tes stratégies. Même si au fond de toi tu es d'accord, tu feras tout parce que en face, il y a une crainte. Il y a une crainte d'être, il y a une crainte d'être traqué, d'être interpellé. Aujourd'hui, la hache, excusez-moi, la hack. Qu'est-ce qui se passe avec... On sait que vous savez, vous l'avez fait exprès, que de dire hache avant hack. Non, mais... Non, il n'y a pas de souci. On le concède. Non, mais écoutez... C'est l'exercice de votre liberté. C'est entre nous. Là où il n'y a pas liberté, il n'y a pas développement. Vous pouvez tout faire, vous pouvez construire des voies. Tant que les gens ne seront pas libres, ne vont pas dire ce qu'ils pensent, il n'y a pas de développement. Et je pense que cette notation doit interpeller le pouvoir en place. Ce classement doit interpeller le pouvoir en place. Ils ont fait un classement. Nous nous sommes battus autant sommes battus autant de Boni Yaye en tant qu'opposants pour que l'OETB au moins soit libre.
Nous avons fait l'opposition sous Boni Yahi. Et je dis, nos attentes aujourd'hui avec Patrice Talon, mais c'est la déception totale. Si aujourd'hui les gens ne peuvent plus marcher, les moments de grève sont réduits à combien de jours par mois et combien de jours par an. Oui, tout ça, là, ça fait partie de la liberté. Ça fait partie de la liberté. Et oui, mais écoutez, c'est tout un ensemble. Hein, quand on parle de liberté de la presse, liberté de manifestation, liberté d'expression, tout ça, là, c'est dedans. Donc, aujourd'hui, ce classement interpelle le pouvoir en place. Qu'on permette à toutes les chaînes, qu'on laisse les journalistes exercer librement leur fonction, qu'on leur donne la possibilité de faire les critiques selon les informations qu'ils ont sous la main, qu'on ne fasse plus peur aux journalistes, qu'on n'intimide plus les journalistes avec le code sur le numérique et autres votés pour contraindre les gens à regarder dans Léon le seul sens quelle interprétation aviez-vous de ce regressement dans le classement Reporters sans frontières? Moi, je voudrais parler strictement de la liberté de la presse, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Tout à fait. Quand on va rentrer dans les autres formes de liberté... c'est tout un ensemble. C'est un ensemble. C'est tout un ensemble. Il se fait que Reporters sans frontières ne se prononce pas sur tout l'ensemble. Donc, et chacun a son rôle. Il y a des commissions de droits de l'homme, il y a des organismes africains et internationaux qui s'occupent des autres aspects. Il y en a qui s'occupent des droits des enfants et d'autres des droits de la femme. Alors, sur la question du classement, le dernier classement de Reporters sans frontières où notre pays a régressé, je regrette ce classement, en tout cas notre rang, en tant que professionnel des médias et en tant que quelqu'un qui a pour religion, et ça j'érige la liberté d'esprit, la liberté de la presse, la liberté de réflexion, là, je l'érige au rang de religion pour moi. Et j'estime que pour mon pays qui a été même premier une fois en Afrique, qu'on soit aujourd'hui jusqu'à 121e, non en tout cas qu'on ait perdu 7 places par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est regrettable. Mais ce que je ne ferai pas, et je m'abstiendrai de le faire, c'est de trouver pour bouc émissaire le président de la République du Bénin, le gouvernement béninois. Le président de la République et son gouvernement ne peuvent pas être absous de toute critique par rapport à leur action. Vous voyez, celui qui est au pouvoir, il agit pour atteindre ses objectifs. Après, à chaque composante de la société de trouver que dans le cheminement, la démarche qui est en cours, ah, mais on m'a fait mal. Quand je suis en train de marcher et que vous êtes là, je peux vous aimer, je peux être d'accord avec vous, savoir que vous êtes un maillon de la chaîne. Mais si je vous piétine, peut-être que je ne le sais pas. Mais c'est vous qui dites, monsieur, vous me piétinez. Et vous vous assurez au moins que quand je vais faire d'autres pas, je ne vais pas continuer à vous piétiner parce que vous devez continuer le chemin avec moi. Alors, on n'aurait pas réglé le problème, même à 5%, en faisant de la fixation sur le président de la République, en faisant de la fixation sur le gouvernement. Et c'est pourquoi j'ai aimé la posture du porte-parole du gouvernement qui a dit « nous prenons acte ». Et que tous les acteurs, tous les citoyens béninois, en tout cas, où qui se trouvent, on va travailler à ce que cela s'améliore. Chacun va donc prendre ses responsabilités. J'ai été d'autant plus fier que c'est un ancien journaliste qui est en train de parler. Il n'était pas question de se lancer dans soit une défense à l'aveuglette du gouvernement ou bien une expression d'autoculpabilisation face à cette situation-là. Parce que les problèmes sont multiples. Vous voyez, le gouvernement qui est arrivé a dit les entreprises de presse qui vivaient de contrats occultes dans les ministères, dans les institutions, offices d'État, à la présidence de la République. Il faut qu'on voit clair dans tout ça. Parce que moi, gouvernement, moi je veux faire dans l'austérité, je veux réduire les charges de l'État. Les conséquences collatérales sont là. Pendant que les contrats occultes étaient là et alimentaient la presse, qu'est-ce qui était fait par les acteurs de la presse que nous sommes pour que nos entreprises de presse varient leurs sources de financement, que nos entreprises de presse soient animées continuellement, génération après génération, par des journalistes extrêmement, je respecte tous mes confrères journalistes,
pas des journalistes extrêmement pointus, des journalistes qui font un travail qui est tel que tout pouvoir qui arrive voit le caractère incontournable de l'action de la presse. Vous savez, interroger l'histoire des pays. Il y a des journalistes, des médias, de par leur production, qui ne sont même pas favorables au pouvoir en place, mais que tout pouvoir arrive, est contraint de respecter. Les associations professionnelles qui défendent les intérêts des professionnels des médias, merci, félicitations à l'UPMB, ceux qui les dirigent aujourd'hui, c'est une femme qui est à la tête aujourd'hui, Sakiat Latoudi, on la salue. Mais interrogeons la vie de l'UPMB d'hier, aujourd'hui, pour voir est-ce que nous allons, c'est mon feu père qui de son vivant me disait, dans la vie, le plus important pour se développer, ce n'est pas d'être le champion, mais c'est de faire chaque jour un pas, puis deux, puis trois, mais vers l'avant. Est-ce qu'on a évolué? Le CNPA, le patronat de la presse, nous en sommes où? Les autres associations qui spécifiquement sur des thématiques données se sont constituées, on en est où? Que sont devenues les entreprises de presse? Moi, j'ai fait la presse écrite, la radio, puis la télé. J'ai été dans ce pays chef desk, chef service, où j'avais plusieurs personnes autour de moi. On faisait notre conférence de rédaction d'abord, avant d'aller à la grande conférence de rédaction, où c'était une concurrence saine. Chaque page, aujourd'hui, combien d'entreprises de presse sont capables de recruter 2-3 journalistes? Alors, les critères de Reporters sans frontières ne sont pas limités à la privation faite aux professionnels des médias dans l'exercice de leur liberté. Il y a également la qualité de ce qui est produit. Après, on voit les facteurs les plus en vue, c'est combien de journalistes sont condamnés à des peines privatives de liberté, combien de journalistes se sentent intimidés. Mais il faut aller voir combien de journalistes se sentent intimidés pour l'exercice correct de leur profession, pour des délits d'opinion, pour donc accuser le gouvernement, l'appareil judiciaire, encore que le gouvernement vous dira qu'il y a séparation de pouvoir. Depuis que, avec le code de l'information et de la communication, c'est clairement établi qu'on peut condamner un journaliste dans l'exercice de sa profession pour ses productions, mais jamais à une peine privative de liberté, quand on a amené le code numérique et qui contredit dans certaines de ses dispositions le code de l'information, la même chose que vous écrivez sur un papier, sur un tabloïd, pour peu que vous publiez la une de ce journal sur Facebook, quelqu'un se sent diffamé, estime qu'il est diffamé, il se plaint, le juge se trouve en face de deux lois. Il regarde la plainte, l'orientation de la plainte qui est déposée devant lui, du dossier dont il doit connaître. Dès qu'il recherche, pour ce que j'en sais, il recherche soit les éléments qui corroborent la thèse du plaignant pour regarder au regard de la loi quel type de traitement il faut en faire, ou bien il recherche les éléments qui démontrent la plainte de celui qui se plaint pour lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit d'accuser l'autre de ceci ou cela et de réclamer dommages et intérêts. Et du coup, des journalistes se retrouvent, attendez, en prison. Alors, combien d'actions les associations professionnelles ont déjà menées pour faire pression sur le Parlement béninois? Qui devrait aller, vous allez dire le président de la République, vous allez dire le gouvernement. Vous me direz, monsieur Randessi, que le, non, attendez, vous allez dire que, non, attendez, vous allez dire que le pouvoir en place, et c'est la Constitution qui permet qu'il y ait des projets de loi aussi, à côté des propositions de loi. Mais le Parlement... Malgré votre s'il vous plaît, effort pour montrer que... S'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire... Non, permettez que je finisse en 30 secondes. Il va prendre la parole. Il peut finir l'émission, ça ne me gêne pas. Non, j'ai dit 30 secondes. Commencez pas à compter ça. Je dis, cher ami, j'ai envie de vous montrer une image que feu Jean Plia m'a montré un jour et qui m'a permis de me l'appliquer toutes les fois que je suis en face d'une situation où je me sens brimé, où je pense que quelque chose m'est arraché. Il dit, lorsque vous voulez pointer du doigt à quelqu'un pour dire qu'il vous a fait quelque chose de mauvais et vous voulez l'accuser, vous voulez le rendre responsable de votre malheur, qu'est-ce que vous faites très souvent dans nos gestes? Vous le pointez de ce doigt-là.
vous avez ceci qui va vers le ciel pour dire, même au nom de Dieu, c'est lui le coupable. Pour réussir à l'indiquer comme le coupable, vous avez 3 doigts qui vont vers vous. Vous avez observé ça? Ça veut dire que quand vous ne finissez pas de faire le diagnostic à votre niveau pour voir la part de responsabilité que vous avez, même dans ce qui vous arrive. Monsieur Randessi, vous êtes en face de moi aujourd'hui. Je suis fier que vous soyez en train de faire débat avec moi. Vous avez dû payer quel prix? Vous avez dû, même quand c'est dur, vous avez dû dire, moi j'estime que ça vous a coûté ce que ça vous a coûté, mais vous êtes en vie. Ça fait que quand vous parlez aujourd'hui, je ne souhaite pas la prison à quelqu'un, je ne souhaite pas que quelqu'un soit traqué pour une raison ou pour une autre, mais ça fait que quand vous parlez aujourd'hui, ça ne sonne pas de la même manière que tous les jeunes de votre génération qui disent, comme on le dit dans le fond, qu'est-ce qu'il va dire? Depuis que la presse a été gagnée par ça, je pense que tout pouvoir a tendance à, vous, à maîtriser les machines communicationnelles. C'est aux acteurs de le défendre, de dire à la HAC, nous voulons au Parlement, nous voulons telle chose, pour que le code du numérique ne vienne plus contredire le code de l'information. Julien Nkiti a vidé le sujet. Et je ferai ce que je peux faire en tant qu'acteur. Je suis d'accord avec lui que les journalistes aussi ont eu une part de responsabilité, mais que l'atmosphère créée par le pouvoir en place, quel est le cas, le contexte créé? C'est une atmosphère de peur et de terreur. Alors, vous êtes d'accord avec moi que des gens ont tenté, paix à son âme, l'ancien directeur de la Nouvelle Tribune. Nous avons vu, les gens ont fait beaucoup de combats, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On les a traqués par toutes les manières. Et quand nous savons la culture de la lutte chez le Béninois, quand on traque un peu le Béninois, qu'est-ce qu'il fait? Il se retranche, il dit, donc, c'est malheureusement la situation et le pouvoir en place connaît cette philosophie du Béninois. J'ai bel envie de vous poser une question, puisque on vous sait très actif sur les réseaux sociaux, TikTok. C'est parti de là, Dubaï Port-à-Porti, c'est parti de là, ça a également fait la une de l'actualité cette semaine, même outre nos frontières béninoises, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de vidéos ont été effectuées par rapport à ce phénomène-là. Vous, en tant que TikToker également, comment vous avez reçu cette information-là et est-ce que ça vous paraît nouveau? D'abord, moi, j'estime qu'on ne peut plus faire la politique aujourd'hui sans les réseaux sociaux, du moment où il n'y a que des hommes qui animent ces réseaux sociaux. Donc, moi, je suis présent sur presque tous les autres réseaux sociaux. Et les faits de société m'intéressent également, comme cette histoire de porte-à-porte pour dire le mal est profond. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ces genres de situations. Les gens sont prêts, aujourd'hui, les gens sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent. La connotation de l'argent aujourd'hui. Moi, j'ai reçu une éducation où on me dit, ce n'est pas avoir une grande richesse qui fait de toi quelqu'un de respectable, mais c'est ce que tu as eu à apporter à l'humanité qui fait de toi un homme, qui fait de toi quelqu'un de responsable. Donc, l'argent n'a pas une connotation c'est-à-dire, l'argent n'est pas le centre de tout chez moi. Mais aujourd'hui, avec notre génération, avec nos camarades, nos jeunes, nos sœurs, on peut tout faire. On peut même, si possible, aller dormir au cimetière quelque part pour se faire de l'argent. Du moment où l'argent va sortir, on est prêt à tout. Donc, c'est bien dommage. Et c'est l'Afrique qui est indexée. C'est ce que je déplore. C'est l'Afrique, surtout nos sœurs ivoiriennes, béninoises, nigérianes et autres qui sont indexées. Je pense qu'il faut rééduquer cette génération, qu'il faut nous montrer d'autres valeurs outre l'argent qu'on estime être le centre de tout. C'est bien dommage qu'on en arrive là pour se faire de l'argent. C'est bien dommage. Julien Nkiti, pour clore ce débat, lorsque ces vidéos-là sont survenues sur la toile, il y a un TikToker, un influenceur ivoirien qui a eu à dire que porte-à-porti, c'est pas qu'à Dubaï, ça existe également proche de chez nous. Oui, et ça, on n'a pas besoin de 30 secondes pour en être sûr. En fait, l'être humain là, autant qu'on est, tout ce que vous voyez, grand type, grande dame... Mais est-ce que pour vous, c'était un fait nouveau? C'est pas du tout un fait nouveau. Non, c'est pas du tout. Même la vidéo, elle est ancienne, la vidéo publiée. D'accord. C'est pas un fait du tout nouveau. En fait, toutes les bêtises et toutes les merveilles, l'application de toutes les vertus et de tous les vices, ça fait partie de la vie. C'est quand c'est dehors que ça pose un problème. Et la loi ne dispose ou ne régule que d'ailleurs la vie communautaire, nos rapports
en espace ouvert. Même dans votre chambre, c'est seulement quand vous brimez un membre de votre famille et quand lui, ce membre se plaint hors de votre cercle, que la loi intervient pour dire oui, vous êtes ensemble et chacun se respecte. Alors, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut aller faire, c'est ma conception des choses, quelqu'un peut aller faire tout ce qu'il veut pour chercher l'argent. La vie est équilibre. Il n'y a rien que vous faites dans la vie qui ne vous donne ses conséquences positives ou négatives. Maintenant, aussi bien ceux et celles qui, dans la démonstration du fruit normal de leur mauvaise éducation, de leur relation vicieuse avec l'argent et le matériel, vont faire de ces barbaries et de ces bêtises pour pouvoir avoir de l'argent. Mais c'est leur choix. Moi, j'ai rencontré des jeunes à Cotonou il y a longtemps, Cotonou, Calabi, qui me disaient, mais grand frère, si moi je trouve quelqu'un aujourd'hui qui me dit, en un mois, je vais avoir le milliard, il peut me dire, le second mois, je vais mourir. Qu'un jeune te dit que ça lui dit rien, donne-lui l'argent et c'est bon, en un mois, ça veut dire que il a perdu tout sens de la vie. Il estime que c'est le paraître. Depuis longtemps, est-ce que sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas vu que on n'a pas pris le temps de réguler les publications où quelqu'un se montre dans un lit, par exemple, où c'est rempli de dollars, c'est rempli d'argent. Des gens mettent sur leur profil beaucoup d'argent. On a projeté, on a bombardé le subconscient des nouvelles générations du matériel. Le m'as-tu vu? Vous voyez quelqu'un qui ne fait rien, dont vous ne connaissez même pas le job, mais qui fait des vidéos, il est dans une grande maison, il a des voitures qui coûtent les yeux de la tête, et c'est ça qu'il exhibe. Du coup, le jeune qui calcule, il dit, les enfants, ils sont allés jusqu'à me dire, mes grands frères, vous avez été à l'école, non? Vous avez fait l'université, non? Vous êtes quoi? Vous me demandez, bon, ok, vous pouvez nous faire quoi ici tout de suite? Parce que nous, quelqu'un se lève, il dit, bon, lui, pour cette semaine, pour le week-end, là, il a besoin au minimum, c'est pas grand chose, hein, 500 000 francs. Est-ce que je peux lui donner ça? Et ils sont 3, 4. Il dit, donc, lui, il va à l'école, là, pour aller finir pour ça. Donc, c'est ça la moralité. Donc, c'est partout. Maintenant, deuxième chose, on devrait condamner. Nos enfants aussi sont en contact de ces réseaux sociaux. Oui, donc c'est qu'on n'a pas pensé. Non, c'est pas qu'on n'a pas pensé l'usage, la régulation du usage de ces. Voilà. Nous sommes consommateurs passifs de cette technologie. Oui. Toutes les applications, et j'en aurais fini, créées par les gens dans l'Occident. Tous les matériels ont prévu en même temps les manières pour réguler. Vous êtes capable de donner un téléphone à un enfant qui a toutes les fonctions. Renseignez-vous, ne soyez pas pressé dès que vous l'avez acheté dans la boutique de remettre le carton à l'enfant. Renseignez-vous, on est capable de vous dire il ne peut pas comment vous, Facebook, et vous régulez, et vous lui donnez le téléphone, c'est l'usage que vous voulez qu'il en fera. Tout au moins, vous allez limiter les dégâts. Mais quand ce n'est pas fait comme ça, aujourd'hui, ceux qui publient devraient être aussi condamnés. Parce que la loi dit, le fait de voir une personne qu'on voit dans une position en train de consommer la merde, vous pensez qu'on est en train de dénoncer la personne, mais quand vous montrez l'image, ça va circuler. Vous êtes en train de... Parce que vous ne contrôlez pas. Dès que c'est circulé, c'est dans le monde entier. Et vous êtes en train de... Il y a déjà une influenceuse, par exemple, qui a sauté de plusieurs étages pour se tuer. Vous pensez que si jamais on va mettre la main sur celui qui a publié son image, il dira... Non, tout compte fait, là, faire quelque chose qui choque la morale, c'est pour la dénoncer. Non, dès que vous avez mis ça, vous êtes en faute également. Donc, il faut éviter, et surtout, ça fait mal, que ce soit des filles africaines qui soient dans ça. Et il faut retourner, comme il le dit, à l'éducation pour que nous ayons, nous préparions des générations qui puissent être réfractaires à l'acculturation. Moi, vous pouvez prendre quelqu'un de peau blanche, jaune, vous pouvez, s'il y a peau bleue, amenez-le. Il peut être l'enfant aîné de Hollande, de Bush. Je le regarde en face de vous, comme Arnès est là. Oui. Je n'ai aucun complexe. C'est ça. Parce que j'estime que la peau noire, l'Africain que je suis de cette race qui a été si fort pour que les autres n'aient pas pu construire leur histoire sans la contribution des Noirs. Ensuite, le seul peuple à qui on a arrêté le développement pendant 4 siècles, l'esclavage, mais qui après rebondit
Et vous avez aujourd'hui, en termes d'invention, en termes d'élite, de gens qui marquent les esprits et qui démontrent une capacité cognitive extraordinaire dans toutes les universités, dans tous les centres. Les Africains. Donc, tous les enfants africains ont la possibilité de savoir qu'ils doivent être fiers. Et c'est le seul continent encore où autant de terres que vous voulez labourer pour être riche, il y en a. Tant qu'on va avoir des régimes en Afrique qui se concentrent à prendre de l'argent de l'extérieur, mais à dilapider cet argent, à ne pas développer les pays, on va avoir des situations du genre. Merci à vous, Julian Kitty. Merci également à vous, Abiba Randessi. C'était pas facile de vous arrêter. Enfin, vous avez Abiba est devenu comme un élève face à son Non, professeur. pas un élève. Non, mais je pense que ça a mais- été un plaisir. oui. Je vous l'ai dit. À ce tard. Je vous l'ai Mais dit, quand- quand au ce téléphone Merci. que Quand ce serait un plaisir pour moi. L'interlocuteur dit est sérieux et logique. C'est tout ça, à fait normal. c'est ça. Merci à l'honnêteté vous, Julian intellectuelle. Kitty. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique. Vous étiez face au président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, Abiba Randessi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et l'amour accordé ou exprimé, j'allais dire, à ce programme télé sur EZAE TV. Merci une fois encore, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur EZAE TV et à demain pour l'invité.